Eif et bienvenue dans les profondeurs du Soubou. Ici, point de lumière naturelle, point de lune, point de soleil. Quelques champignons émettent de brèves lueurs enchanteresses et des cristaux éclairent vos pas dans cet océan de pierre. Vous êtes parfois transi de froid et ressentez l'humidité de l'air. D'autres fois, c'est la chaleur étouffante des tunnels qui vous fait perdre la tête. Alors, pour survivre à ce voyage, je vous propose comme d'habitude d'entrer dans la peau d'un petit falfenif. Vos pas vous guident jusqu'à une cité souterraine. Vous la connaissez bien, car c'est celle où vous vivez, ou plutôt survivez. Bienvenue au Soubou. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour découvrir un artiste qui œuvre en fantaisie. Beau visionnage. À Carmozan, la cité où vous résidez, seuls les drames de vos congénères vous parviennent car vous êtes tous parqués au même endroit, obligés de vivre dans des maisons en terre séchée, toutes de travers et auxquelles on suspend de vieux vêtements aux fenêtres en guise de rideaux. Plus loin, sur les hauteurs de la cité, là où de magnifiques cristaux bleus apportent une lumière bienfaisante, vous voyez de grandes stalagmites ornées de fenêtres et de balcons. Ce sont des Naldil, les demeures des puissants maîtres de Carmozan. Et de ces Naldil, vous ne savez rien. Vous n'êtes qu'un pauvre hère, interdit de s'approcher de ces quartiers au risque d'incommoder la vue des riches narars. Mais aujourd'hui, vous venez d'être engagé en tant que domestique dans une de ces demeures. Et grâce à cela, nous pouvons entrer dans l'intimité d'une des plus grandes familles de Carmozan. Vous enfilez votre tenue grise et sobre de domestique, et sans la moindre hésitation, vous poussez la porte de service. À vous les secrets les plus inavouables de la famille Olnérine. Dans les romans, la famille Olnérine tient une place centrale. Nous suivons deux personnages en point de vue interne, à savoir Nidoa, qui est un falfenif, et dont vous incarnez en ce moment même un membre de ce peuple, et Lésil Olnérine, un soldat membre d'une des plus puissantes familles de Carmozan. La famille Olnérine n'est pas simplement grande par sa puissance, mais aussi par son nombre de membres. Vivent ensemble 6 frères et sœurs, ainsi qu'un père reclus dans sa bibliothèque. Si vous le voulez bien, concentrons-nous d'abord sur les parents de cette grande fratrie. Les narars vivent en famille et ne se séparent que rarement. Les plus riches vivent dans des demeures si gigantesques que chaque membre peut avoir une partie pour lui seul. Chez les Olnérines, les 6 enfants jouissent chacun d'appartements séparés, mais ils se réunissent volontiers dans les parties communes pour discuter des derniers ragots ou des sujets très sérieux qui touchent à leur renommée. La famille Olnérine s'est constituée un nom solide grâce aux efforts du grand-père paternel, à savoir Naresnen Olnérine, qui entretenait de bonnes relations avec le roi de l'époque et qui, par son courage et sa ténacité, avait exploré de nombreux endroits du Soubou, ainsi qu'édifié la caserne militaire nommée Ibar. Quant au père, l'Eresnen Olnérine, il a un temps occupé le rôle de patriarche de la famille avant d'être évincé par son fils aîné, Lefen. L'Eresnen a toujours eu un tempérament instable malgré une grande intelligence. À force de mauvaises décisions, l'Eresnen finit par perdre sa place de chef de famille. C'est Lefen, son fils, qui prit la décision d'écarter son père de leur vie en l'enfermant dans la bibliothèque familiale. Véritable prison, le pauvre père resta des années enfermé sans lumière, dans la poussière et avec de maigres moyens de subsistance. Très vite, le caractère instable de l'Eresnen se transforma en véritable folie. Coincé dans un passé révolu, l'Eresnen ressasse ses années en tant que gardien de la faim, un poste qu'il occupait et qui lui avait été offert par le roi de Carmozan. Le gardien de la faim est un rôle qui consiste à gérer les réserves de nourriture de Carmozan. L'Eresnen, bien vite dépassé par une maladie qui ravagea l'élevage d'araignées, décida de remplacer cette viande à 8 pattes par une espèce plus robuste, bien plus résistante aux maladies et à l'enfermement, les falfenifs. Cette solution ne devait être que temporaire, puisque l'Eresnen essayait par tous les moyens d'obtenir les pouvoirs de l'éclat d'obsidienne, un objet qui est en possession de sa famille depuis toujours, et qui devait résoudre les problèmes de maladie qui touchaient les araignées. Mais il n'eut pas le temps de mener son plan à bien, puisque ce fut à ce moment-là que son épouse, Uliandre, déroba l'éclat d'obsidienne et s'enfuit de la cité en compagnie de son amant, le père de Bregan Lotis, dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Pourquoi Uliandre a-t-elle quitté si soudainement son époux ? Une des raisons est invoquée à la fin du tome 1. Attention, si vous n'avez pas lu le livre, l'information qui suit constitue un spoil. Vous pouvez donc sauter jusqu'à ce timecode.
Ouliandre, qui était loin d'être stupide, a très vite compris que son époux avait des défiances d'ordre sexuel. L'Eresnen aimait dominer, il aimait faire souffrir, et il aimait sortir des normes de la société. Alors quand Ouliandre apprit qu'une de ses domestiques Falfenif avait été victime de son époux, et pire encore, que cet acte barbare avait engendré un enfant, elle décida de fuir. Vous l'aurez deviné, si vous avez lu le livre, cet enfant, c'est Nidois, notre héros. Concernant sa décision de fuir et les circonstances, Ouliandre nourrissait un amour platonique pour le père de Bregan Lotis depuis de nombreuses années. Ce jour-là, lui qui était veuf décida d'avouer également ses sentiments pour Ouliandre et lui proposa de recommencer une nouvelle vie dans une autre cité. Ouliandre hésita à abandonner ses enfants. Les plus jeunes étaient encore de petits-enfants et avaient besoin de leur mère, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas les emmener. À ce moment-là de sa vie, l'Eresnen, qui avait bien deviné les intentions de son épouse, l'avait menacée de la traquer sans relâche et d'assassiner ses enfants si elle partait avec eux. Ouliandre finit par se raisonner. Avec leur père, ses enfants auraient une vie où l'argent et les opportunités ne manqueraient pas, et le Soubou sauvage était un lieu bien trop dangereux pour y emmener des enfants. Mais avant de partir, elle décida d'emmener avec elle l'éclat d'obsidienne pour contrecarrer les plans de son époux. C'est ainsi que les choses s'empirèrent très vite pour l'Eresnen. Privé de l'éclat d'obsidienne et des pouvoirs qu'il pensait réussir à en tirer, il fut contraint d'intensifier l'élevage de Falfenif. Le stress le rongeait petit à petit, et les rumeurs concernant son épouse en fuite lui firent perdre de son prestige. Tout le monde pointait la maison Olnirine du doigt. Alors Lefen, qui était à ce moment-là très jeune, mais déjà sûr de lui, prit la décision d'écarter son père de toute responsabilité et de toute vie sociale. Il prit les rênes de la maison Olnirine et, à force de travail et de diplomatie, réussit à regagner les bonnes grâces de la famille royale ainsi que des autres familles influentes. Et c'est ainsi que Lefen devint une figure importante de Carmozan. Fils aîné de la fratrie Olnirine, Lefen est un Narar considéré comme beau et élégant selon les critères de son peuple. Mais Lefen ne se soucie pas de ses considérations esthétiques. Pour lui, seule l'intelligence et la culture comptent. C'est pour cela qu'il passe un temps considérable à lire des livres et à s'intéresser de près au travail des hermétistes de Carmozan. Il en est lui-même convaincu. Il est possible de créer et d'utiliser ce que leurs ancêtres appelaient magie. Lefen aime avoir de l'influence et du pouvoir sur les autres. Tout petit déjà, il régentait la vie de ses frères et sœurs et donnait son opinion sur tout, au point tel que sa propre mère commençait à craindre pour le futur de son fils. Nombre de personnes le disaient. Lefen pourrait devenir un dictateur si trop de pouvoir lui était accordé. Quand Ouliandre, sa mère, décida de quitter sa famille, cela affecta grandement Lefen. Sa mère était la seule personne à lui accorder de l'amour sans contrepartie. Il vécut ce départ comme le plus cruel des abandons, car il dut alors endosser un nouveau rôle, un rôle qui ne lui plaisait pas, mais qu'il devait embrasser pour le bien de tous. L'Eresnen, son père, n'était plus capable de hisser la famille Olnirine au niveau du prestige qu'elle méritait. Alors, il prit la difficile décision d'écarter son père de toute vie sociale et de revêtir le rôle de père, de mère et de patriarche auprès de ses frères et sœurs. Mais Lefen n'avait aucune compassion, aucun amour au fond de son cœur. Il ne réussit jamais à devenir une figure parentale pour ses frères et sœurs, dont certains étaient encore très petits à ce moment de l'histoire. Sa fratrie lui en voulait. Il lui en voulait d'avoir enfermé leur père, et certains se mirent à croire que si leur mère était partie, c'était à cause de la tyrannie de Lefen. Alors, petit à petit, Lefen se détacha sentimentalement des membres de sa famille. Il ne les voyait plus que comme des pions à avancer sur l'échiquier du prestige. Qu'importe leurs sentiments, qu'importe leurs désirs, leurs revendications, désormais, c'est lui qui décidait de leur vie, et même de leur mort. Dans le roman, Lefen est décrit comme un sadique sans sentiment, un méchant dans le sens le plus basique du terme. Mais les choses ne sont pas si simples. Au fond de son cœur, Lefen aurait préféré avoir une enfance normale et aurait préféré ne se soucier que de lui, plutôt que de prendre en charge ses 2 sœurs et ses 3 frères. Il aurait voulu s'intéresser à la magie et peut-être devenir hermétiste. Mais il savait aussi qu'une mauvaise gestion du foyer pouvait le conduire, lui et sa fratrie, à devenir des Narars sans fortune. Ils auraient alors été condamnés à vivre dans le quartier des Narars de basse naissance, ou pire encore, dans le quartier des parjurés. Arrivé si bas, il aurait alors été impossible de remonter. Ce fut cette pression qui conduit Lefen à prendre en main l'avenir de sa famille, à prendre de dures décisions, et parfois à se montrer cruel et calculateur.
Il n'hésita pas à placer le deuxième frère de la famille, Anul, en tant que maître d'armes pour les enfants des nobles, de même qu'il n'hésita pas non plus à placer sa sœur au temple de Dunan, bien que celle-ci, au départ, ne voyait aucun intérêt dans la religion. Mais pire encore, il n'hésita pas à vendre les îles, son petit frère, pour un mariage avec la nièce du roi. Qu'importe les sentiments, tout n'est que calcul en vue d'augmenter la renommée de son nom. Las de tant de responsabilités, las de ce stress et de cette pression que les Fenn s'infligent seuls, il finit par trouver un exutoire dans la violence gratuite. Il prit pour épouse Malil, première nièce du roi, afin d'augmenter son emprise sur celui-ci. Mais il n'avait que faire de cette femme, il ne l'appréciait même pas un peu, car pour lui, elle n'était qu'une marchandise, qu'un objet qu'il avait acheté. Alors la violence commença. C'était presque comme s'il pensait que Malil ne ressentait rien, que son rôle dans cette vie était de lui servir de défouloir. Il la frappait, beaucoup. Chaque fois que quelque chose le contrariait, il n'avait qu'à la retrouver et laisser exploser toute la colère contenue. Mais les Fenn ne se contentent pas de terroriser uniquement son épouse. Il exerce une véritable emprise tyrannique sur ses frères et sœurs. Il lui est même arrivé de nombreuses fois de les battre quand ces derniers n'étaient encore que des enfants. Et au-delà de son cercle familial, les Fenn étaient incapables d'entretenir une amitié sincère. Seul un rare, effacé, très timide et très soumis est considéré par les Fenn comme un ami. Il s'agit de Lenarn Doom, un autre conseiller du roi. Les Fenn le terrorisent, mais Lernan possède un caractère très malléable, qui lui permet de rester près de son ami tyrannique sans trop en souffrir. Mais s'il existe une personne avec laquelle les Fenn a particulièrement du mal à s'entendre, c'est bien son petit frère et héros du roman, les îles Olnirin. Les îles est le 4e membre de cette grande fratrie. Une chose le qualifie immédiatement aux yeux des autres, c'est son étonnante ressemblance physique avec les Fenn. Côte à côte, il est parfois difficile de les distinguer. Ceci dit, le regard de l'un est empreint de dureté quand le regard de l'autre transmet une gentillesse certaine. Lésil a toujours été une personne sensible et calme. Il aime se retrouver seul et lire des livres sur ses ancêtres qui vivaient autrefois en surface, à savoir le surbout. Lésil se pose beaucoup de questions sur ses parents, car il n'en garde qu'un bref souvenir. Il était encore très jeune quand les Fenn prirent la décision d'enfermer leur père, et plus jeune encore quand leur mère quitta le domicile familial. Il se souvenait parfois qu'elle était froide et très directive, mais aussi juste et volontaire pour passer du temps en compagnie de ses enfants. Il regrettait de ne pas avoir gardé plus de souvenirs d'elle, et regrettait encore plus d'avoir les Fenn pour père et mère de substitution. Ce n'est un secret pour personne. Les îles détestent les Fenn, et la réciproque est particulièrement vraie. À l'origine de leur mésentente, il y a leur ressemblance physique. D'aussi loin qu'il puisse s'en souvenir, les îles a toujours été comparé à son aîné. On comparait leur intelligence et à ce petit jeu, les Fenn gagnaient sans effort. Mais quand les gens s'amusaient à comparer leurs visages et à s'extasier sur le fait qu'ils étaient presque identiques, c'était toujours les îles qui en ressortaient vainqueurs, car systématiquement, on leur faisait remarquer que les îles avaient l'air bien plus gentils que les Fenn, et que son regard transpirait d'honnêteté. Les Fenn détestaient ce sous-entendu. Pour lui, c'était comme si on lui disait qu'il n'était pas honnête, qu'il n'était pas quelqu'un de bien, et au fond de lui, il le savait, c'était vrai. Mais revenons-en à Lésil et à son parcours de vie. Lésil fit très vite remarquer son habileté pour le maniement des armes. Il avait de l'équilibre, de l'agilité et la force ne lui manquait pas. Mais par-dessus tout, il écoutait et apprenait très vite. Ainsi, les Fenn fit jouer de son nom pour que son frère devienne un Sunduil, et pas n'importe lequel, le plus jeune qu'ait jamais connu leur cité. Le titre de Sunduil était équivalent à celui de commandant. Un Sunduil est un soldat ayant sous ses ordres de jeunes recrues qu'il doit également former. Cela mit Lésil dans une position inconfortable puisqu'il était parfois presque aussi jeune que ses propres recrues, et ces dernières ne se privaient pas de lui faire savoir que la situation les gênait. D'autres Sunduil développèrent une jalousie excessive envers lui, car il avait suffi que les Fenn Olnirin demande au roi la faveur d'élever son frère au rang de Sunduil pour qu'il l'obtienne. Alors, il arrive fréquemment que les îles ne se sentent pas à la hauteur de son titre, et c'est cette hésitation et cette peur qui le rend minable aux yeux de beaucoup d'autres Sunduil. Les îles en veut à son frère d'avoir ainsi joué de ses relations, et lui en veut encore plus de lui avoir mis autant de responsabilités entre les mains. Car les îles, s'il avait pu choisir sa propre vie, aurait préféré mener une existence simple, comme son frère aîné, Anul, qui est maître d'armes pour de riches enfants de nobles. Car en étant Sunduil et en attisant ainsi la jalousie de beaucoup, les îles risquent sa vie chaque fois qu'il sort de chez lui.
Mais il sait aussi qu'il risque sa vie s'il renonce à son titre, car son frère, Lefen, ne permettra jamais qu'il lui désobéisse ou entache la réputation familiale. Alors Lésil a peur, et au fil des années, c'est la lâcheté qui a fini par l'emporter et à définir une bonne partie de son caractère. Si les deux frères ne s'entendent pas à cause de leur ressemblance physique qui les met mal à l'aise, il existe également d'autres raisons plus profondes à cette détestation mutuelle. Comme nous l'avons vu, Lésil en veut à son frère pour l'avoir poussé à devenir Sunduil, un rôle qui ne l'intéressait pas et dont il se serait bien passé. Mais il lui en veut également pour une chose terrible. Et cette chose, c'est le sort de Malil. Pour comprendre leur étrange trio, il faut remonter au jour où le roi annonça à sa nièce, Malil, qu'elle allait épouser Lefen, le patriarche Olnirine. Malil voyait beaucoup de Narrar au cours de ses longues journées au palais et elle n'arrivait pas à se rappeler du visage de Lefen. Alors elle fit demander son portrait. On lui apporta bien vite la peinture d'un Narrar élégant, au visage symétrique et délicat et doté d'un regard doux et honnête. Elle tomba instantanément amoureuse de ce portrait et ne voyait plus ce mariage arrangé d'un si mauvais œil. Quand enfin arriva le jour de la rencontre, elle était d'un enthousiasme rare. Un Narrar passa à la porte du palais, accompagné de ses frères et sœurs. Elle reconnut instantanément le Narrar du portrait qu'elle chérissait depuis de nombreux jours, mais tous ses espoirs volèrent en éclats quand son oncle, le roi, lui désigna un autre Narrar comme étant son futur époux. C'était Lefen Olnirine, le vrai. Tout ce temps, elle avait nourri l'espoir de s'unir avec Lésil, dont le regard si gentil l'avait fait succomber en un instant. Sa colère se porta contre celui qui lui avait amené le mauvais portrait, mais le Narrar se défendit en prétextant la ressemblance incroyable entre les deux frères. Mais qu'importe, le mal était fait. Malil ne voulait pas épouser Lefen qui, lui, avait un regard de haine. Elle le savait, avec lui, elle ne serait pas heureuse. Mais Lefen fit bonne figure auprès du roi, et sut se montrer agréable et charmant, si bien que personne ne put croire un instant qu'il serait le tortionnaire qu'il était vraiment. Quand Malil emménagea chez les Olnirine, elle ne put se détacher des sentiments qu'elle avait développés pour Lésil. Même si elle ne le connaissait pas, il y avait quelque chose chez lui qui l'attirait d'une force redoutable. Elle s'empêcha pendant longtemps de nouer contact avec lui, surtout qu'elle craignait les réactions de Lefen, mais le destin finit par les rapprocher inexorablement. Ce fut Malil qui fut à l'initiative. Sans relâche, elle parla avec Lésil, s'intéressait à sa vie, à ses lectures. Elle lui témoignait tant de gentillesse que Lésil finit par baisser sa garde et à en oublier son frère. Malil et Lésil commencèrent une relation adultère. Et comme vous vous en doutez, le sort de Malil entre les mains de Lefen ne fit qu'accroître la haine que Lésil nourrissait envers son frère. Mais il était bien trop lâche pour intervenir. Il le savait, Lefen maltraitait Malil. Il était odieux avec elle et lui faisait subir des sévices corporels qu'il avait bien du mal à imaginer. Mais il n'intervenait pas. Il avait bien plus peur de son frère que de ce qu'il pouvait faire à celle que, pourtant, il aimait sincèrement. Alors les mois passèrent durant lesquels Lésil devenait fou de ronger autant son frein. Si jusqu'à présent il souhaitait se détacher de sa famille, dorénavant il souhaitait la mort brutale et rapide de son frère, sans être capable de la lui donner. Lésil finit par mettre au point un plan, quitter Carmozan avec Malil, fuir le plus loin possible et tout recommencer sous une autre identité. Malheureusement, Malil refusa car une nouvelle vint bouleverser sa vie entière. Elle était enceinte. Les Templistes lui avaient annoncé que sa grossesse serait difficile et dangereuse, et qu'elle devrait donc faire très attention à elle. Il va sans dire que dans de pareilles conditions, traverser le Soubou sauvage était chose bien trop dangereuse. Lésil se maudit d'avoir mis tant de temps à prendre la décision de fuir. Dorénavant, ils étaient coincés, et avec le bébé qui arrivait, les choses seraient encore plus compliquées entre eux. Lésil savait qu'il existait un risque pour que l'enfant ne soit pas de lui, mais il avait très vite pris la décision de le considérer comme le sien, quoi qu'il arrive. Peut-être pourrait-il exécuter son plan quand l'enfant serait plus grand, mais en attendant, il avait pris la décision de faire profil bas. Les choses auraient pu rester comme cela pendant un moment, mais un événement vint bouleverser toutes les certitudes de Lésil et mettre encore plus à mal ses relations avec Lefen. Si vous avez lu le roman, vous voyez de quoi je parle. Alors attention, ce qui suit pourrait vous gâcher la lecture si vous n'avez pas encore lu le livre. Je vous conseille de sauter directement jusqu'à ce timecode. Lésil fut contraint par son frère d'épouser la sœur de Malil, une dénommée Malag. Très pris par son travail de Sunduil, Lésil réussit à esquiver un temps la moindre discussion,
le moindre contact physique avec son épouse. Cette dernière commença à se sentir délaissée et insultée. Un jour qu'elle voulait rejoindre sa sœur pour passer le temps, elle découvrit que Lesile était en grande discussion avec elle et que cette discussion semblait très secrète. Elle écouta d'une oreille intéressée et découvrit avec horreur que son époux entretenait une relation avec Malil. Dégoûtée d'avoir été ainsi trahie par sa sœur et son époux, elle fila droit raconter toute la scène à Léphène, dans l'espoir qu'il intervienne pour mettre fin à cette idylle. Au fond d'elle, elle espérait peut-être une condamnation de Lesile à faire un peu de prison, quelque chose qui lui fasse comprendre qu'on ne pouvait pas humilier son épouse de la sorte. Mais Malag connaissait très mal Léphène. Elle était loin de se douter que ce dernier se montrerait d'un sadisme aussi marqué. Il fit réunir toute la famille dans le grand salon. Malil était nerveuse et essayait de calmer son bébé qui pleurait à cause de l'ambiance extrêmement tendue des lieux. Léphène expliqua l'importance de la famille, expliqua qu'il était très grave de trahir les siens. Puis, calmement, il prit son enfant dans les bras et le berça sous les yeux inquiets de Malil. Lentement, il s'approcha du balcon et, sans crier gare, jeta le bébé dans le vide. Alors que toute la famille se révoltait, hurlait, pleurait, Léphène fit ordonner l'arrestation de Lesile. Quant à Malil, elle reçut une punition si cruelle que plusieurs membres de la famille supplièrent qu'on l'achève. Léphène arracha le nez de Malil sous les yeux de Lesile qui se faisait copieusement passer à tabac par les gardes. Lesile pensa un instant qu'elle était morte, puisque sous le coup de la douleur, elle s'effondra dans un profond coma. Il fut ensuite traîné jusqu'à la bibliothèque, dans l'attente qu'une place se libère à la prison de Carmozane. Et ce qui marqua à tout jamais sa position de traître à la famille, ce fut le masque de cuivre dans lequel son visage fut enfermé, un masque dont il n'arriverait pas à se débarrasser. Lesile fut enfermé en prison, où il eut tout le loisir de détester son frère encore plus. Les choses étaient actées. Il ne pouvait plus se cacher derrière sa lâcheté. Il ne pouvait plus laisser Léphène agir en toute liberté. Dorénavant, Lesile n'aurait de cesse que de trouver une solution viable pour mettre fin au règne et à la vie de son frère. C'est pour cela qu'il prit la difficile décision de quitter Carmozane à la recherche d'aide extérieure. Mais la trouvera-t-il ? Dans ce monde régi par les apparences, les complots, la violence et la froideur, être animé de bonnes intentions comme Lesile peut l'être est souvent synonyme de faiblesse. Vous, le petit domestique Falfenif, vous êtes spectateur de ces déchirements familiaux, et même si vous souffrez de la pauvreté, au fond de vous, vous êtes heureux de pouvoir nouer des liens sincères avec vos amis et votre famille. Pas d'intrigue, pas de calcul, vous n'avez pas à vous soucier des apparences. Vous pouvez désormais quitter votre peau de Falfenif et vous éloigner de Carmozane et de ses maîtres tyranniques. Mais avant de clôturer cette vidéo, comme annoncé en introduction, c'est le moment de vous présenter un artiste qui œuvre en fantaisie. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre à l'honneur Michael Bieli, auteur de Mardas. Cet artiste nous régale sur sa chaîne YouTube consacrée à l'écriture et au deep web littéraire qu'il aborde avec humour. En plus de cette activité sur les réseaux sociaux, Michael Bieli a écrit une saga, Mardas, un roman dans lequel le continent des Dégoria est au bord du chaos. Après 2 siècles d'enfermement, les immortels, des êtres dotés de pouvoirs divins, sont libérés de leur prison souterraine. Assoiffés de pouvoir, ils sont prêts à reprendre leur règne tyrannique, mais parmi eux, un traître se dévoile, Mardas, le seigneur du feu. Mardas est une histoire de trahison et de rédemption, où le passé et le présent s'entremêlent. Peut-on vraiment faire confiance à celui qui fut autrefois un tyran et un meurtrier ? Mardas lui-même est tourmenté par cette question, tout en luttant pour prouver sa valeur et sa transformation. Concernant mon avis personnel, c'est un roman que j'ai bien aimé découvrir. J'ai surtout apprécié le personnage de Greenwalk, qui apportait une touche d'humour comme je les apprécie. Alors, si vous souhaitez découvrir un auteur français de fantasy, je vous invite à suivre le travail de Michael Bieli via ses réseaux sociaux, d'autant que son prochain tome sort très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, sachez que vous pouvez plonger plus intensément dans notre univers en lisant La fin du Soubou, tome 1, disponible sur Amazon à 14,99 € en format broché ou bien à 2,99 € en format Kindle. Alors, cher Falfenif, abonnez-vous, activez la cloche. C'était Halo de Salm et Nicolas Keman, et nous vous disons à très bientôt pour d'autres explorations.